beaucoup d'avoir été là sur la phénoménologie. Septième candidate, nous accueillons Eloria Vigouroux-Zugasti pour les pratiques numériques des jeunes retraités appliquées au domaine de la santé et du lien social. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux à cette présentation de ma thèse en 180 secondes. Je suis Eloria, donc comme mon nom l'indique, expatriée basque, venue à Bordeaux-Montagne faire un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Et comme vous allez le voir d'ici quelques instants, je combats le mal par le mal parce que les présentations orales sont encore une épreuve pour la jeune doctorante que je suis. Et voilà. Donc j'ai une passion un peu originale pour mon âge, c'est-à-dire que j'adore tout ce qui a trait aux papy boomers et notamment aux papy boomers et au numérique. Alors que le marketing voudrait nous faire croire que toutes les personnes âgées de plus de 60 ans sont vieilles, usées et fatiguées, les papy boomers nous prouvent le contraire. En meilleure santé que leurs aînés, ils sont également plus actifs, plus consommateurs et comptent bien continuer à compter dans la société et vivre avec leur temps, comme en témoigne leur intérêt grandissant pour le numérique. En fait, tout a commencé avec une discussion que j'ai eue avec un cousin retraité de 68 ans qui avait un ordinateur. Et honnêtement, à l'époque, je ne pensais même pas qu'il avait un ordinateur et je pensais encore moins qu'il avait un jour voulu en avoir. Et en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait avec cet ordinateur, mais pourquoi il s'en a acheté un alors que normalement, techniquement, il n'en a pas besoin? Donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet et tout ça, et j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait derrière l'image publicitaire du retraité heureux et connecté, alors que finalement la plupart des offres se résument à la gestion de la dépendance. Et de toutes ces recherches, de ce constat et de ces questions, j'en ai fait un sujet de thèse. Donc je m'inscris dans une démarche prospective, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre aujourd'hui, j'essaie de comprendre comment le numérique s'inscrit aujourd'hui dans la pratique des seniors, comment il s'inscrit dans leur quotidien, pour plus tard, quand ces seniors, pour l'instant, en bonne santé, commenceront à avoir des problèmes liés au lien social et à la santé, comment est-ce que le numérique pourra venir en soutien de cette perte d'autonomie et les aider à rester au contraire indépendants et connectés dans tous les sens du terme à la société. Voilà, et donc je base mon travail sur trois aspects. La première qui est les usages numériques, c'est-à-dire en, où, comment, comment, pourquoi ils utilisent le numérique. Ensuite, essayer de voir la relation entre le numérique, la santé et le lien social, voilà, entre qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme, qu'est-ce qui est vrai. Et je m'intéresse également à la médiation, c'est-à-dire qui sont les personnes ou les institutions ou les dispositifs qui aident à diffuser le numérique auprès de ce public. Qui sont les garants et les référents numériques pour ce public et qui aident le numérique donc, à se diffuser chez les papy boomers. Et j'ai encore 7 secondes à occuper alors que j'ai fini mon texte, donc je vais faire comme je peux. Et voilà, il me reste 2 secondes. Voilà. Merci beaucoup. Le 8e candidat, Adrien Mautranvas, pour la dynamique sédimentaire et diagénétique du Paléocène en contexte précoce de bassin d'Argenteuil dans le domaine nord-pyrénéen. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du réchauffement climatique. C'est un sujet d'actualité, mais pas que, puisque à travers les âges géologiques, de nombreux réchauffements climatiques ont eu lieu. Notamment un très important qui a eu lieu au Paléocène. Donc, le Paléocène est une ère géologique qui s'étend de 65 à 55 millions d'années et qui débute par la disparition des dinosaures, donc que tout le monde connaît, et qui se termine donc par ce grand réchauffement climatique. C'est aussi l'ère géologique qui m'intéresse puisqu'elle voit la naissance des Pyrénées.
Donc, comment naît une chaîne de montagnes? Quelle était la géographie à cette époque? Ce sont les questions qui m'intéressent. Ce n'est pas exactement comme lire un livre, mais beaucoup d'informations sont emprisonnées, sont piégées dans les roches, et il faut savoir les lire, les interpréter, pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc pourquoi étudier l'est des Pyrénées? Eh bien, tout simplement parce que c'est là que les premières déformations ont eu lieu. Donc je m'explique, il y a environ 70 millions d'années, il y a la plaque ibérique qui remonte et qui entre en collision avec la plaque eurasiatique, sous l'impulsion de la plaque africaine. Et la collision qui a lieu entre les deux plaques a d'abord lieu dans le domaine est-pyrénéen. Donc c'est d'où l'objet de mon étude dans cette zone. Donc, les roches que j'étudie, elles affleurent dans un bassin d'avant-pays, donc il s'agit bien d'un bassin puisque au niveau des petites Pyrénées qui se situent ici, il y avait un océan, tandis que plus à l'est, dans la région des Corbières, il y avait par contre un continent. Voilà. Et donc un des buts aussi de ma thèse, c'est de trouver des surfaces qui soient à la fois identifiables dans ces sédiments marins et dans ces sédiments continentaux. Et donc, pour parvenir à ça, je vais utiliser une démarche classique en géologie, à savoir tout d'abord étudier les affleurements et les transcrire sous forme de coupes géologiques. Donc c'est juste une succession des strates qu'on reporte sur un carnet en fait. Et à partir des éléments qu'on va observer, à savoir les fossiles, la taille des grains, les différents corps sédimentaires, on va pouvoir reconstituer en fait un environnement de dépôt et savoir si on est dans un environnement qui est plutôt marin, plutôt continental, avec tout un tas de nuances comme ça, et pouvoir reconstituer un empilement de géographies qui sont situées dans un même lieu. Et à ces méthodes dites classiques, on peut aussi ajouter des méthodes un peu plus novatrices, telles que la géochimie, et qui permettent, notamment en mesurant la proportion de certains atomes dans différentes strates, de connecter aussi deux localités, de pouvoir établir des corrélations. Enfin, le but de ma thèse, c'est d'arriver à un modèle d'évolution de bassin d'avant-pays, donc dans le domaine nord-pyrénéen. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Nous accueillons donc la 9e et dernière candidate, Pauline Valade, pour Réjouissance monarchique et joie publique en France, de 1715 à 1780. Bonsoir à tous. Alors je voudrais vous parler ce soir d'un sujet étonnant, celui de la joie publique au XVIIIe siècle. Alors il est étonnant pour beaucoup de raisons, je trouve, mais j'en ai sélectionné deux. La première raison, c'est que pour nous autres citoyens du XXIe siècle, eh bien, la joie publique, c'est un sujet un peu exotique, puisque, à part les matchs de football, la joie publique a disparu de façon quotidienne et très régulière de nos espaces publics. Aujourd'hui, quand on descend dans la rue, c'est surtout pour manifester sa colère, c'est pour manifester sa tristesse aussi, mais rarement pour se réjouir, et encore moins peut-être de la vie politique. Deuxième raison pour laquelle ce sujet je le trouve étonnant et fascinant, c'est parce qu'au XVIIIe siècle, la joie publique cristallise beaucoup, pas tous, mais beaucoup d'enjeux politiques. Autrement dit, pour le dire de façon un tout petit peu réductrice, au XVIIIe siècle, pas de joie publique égale pas de vie politique. Alors vous allez me dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ces manifestations de joie au XVIIIe siècle? Eh bien, ce sont des acclamations, par exemple, c'est toujours des manifestations, des comportements, des acclamations, vive le roi au passage du carrosse, par exemple, le carrosse royal ou delphinal, ou un membre de la famille royale. C'est aussi des feux d'artifice, comme vous voyez avec la gravure derrière moi. C'est aussi des illuminations aux fenêtres qu'on obligeait, enfin, qui étaient exigées pour chacun d'entre les sujets du royaume. C'était aussi des pétards, toujours strictement interdits, mais toujours utilisés. C'était des danses, de la musique, des fontaines de vin. Bon, en fait, vous allez me dire, c'est pas si différent que nos bals du 14 juillet. Et pourtant, si. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle en histoire des émotions, c'est un régime émotionnel. C'est-à-dire que la monarchie exige, pour tel jour, telle heure, de façon très légale, très stricte, des manifestations de joie dans l'espace public. Pourquoi? Eh bien parce qu'en étant acclamé, le pouvoir se sent conforté, il se sent approuvé et il en a besoin. Parfois, il n'hésite pas d'ailleurs à susciter une manifestation de joie en lançant
des pièces à la volée au peuple. Mais évidemment, on peut s'en douter, l'histoire n'est pas si simple, puisque le peuple n'est pas manipulable, il n'est pas bête, il n'est pas vulgaire, il n'est pas animalisé. Ça, c'est ce que nous disent les archives. Ce sont des archives qui sont produites par les élites, mais les élites se trompent, hein, elles n'ont pas tout à fait un bon regard sur ces attitudes populaires. Donc le peuple n'est pas manipulable pendant ses réjouissances. Par exemple, on a des sources policières, des mouches, donc des anonymes policiers qui se promenaient dans les rues et qui nous expliquaient, enfin qui nous expliquent à nous, que, en fait, on entendait très souvent au moment des réjouissances que le peuple était critiqué, que le gouvernement, pardon, était critiqué. On disait que si on voulait vraiment se réjouir, il fallait moins d'impôts, plus d'argent jeté, et c'est comme ça qu'on pouvait se faire acclamer. Donc finalement, la joie qu'on exigeait des individus, parfois le peuple l'a retournée pour en formuler une critique envers le gouvernement, et c'est notamment le cas de plus en plus avant la Révolution française, notamment en 1788. Et en fait, on peut se rendre compte que il y a 300 ans, être joyeux dans l'espace public, c'était dire haut et fort son opinion et avoir un tout petit bout de liberté d'expression. Je vous remercie. Merci beaucoup à ces 9 candidats. On arrive maintenant à une phase de considération pour les 2 jurys. Donc, on vous invite tous à aller vous aérer et prendre un petit rafraîchissement dans le couloir où vous pourrez le temps de délibération. Si le réglage peut être tiré, et le jury étudiant peut rester dans la salle, négocier, délibérer un peu. Et maintenant, tout le monde, un petit verre.